Mes amis, on se retrouve pour ce numéro de Stratégode. Nous sommes le 2 avril. On va aujourd'hui parler avec Éric Denessé. Bonjour Éric. Bonjour Eric, bonjour Edouard et bonjour Jacques. Avec Jacques Hoggard. Bonjour Eric, bonjour les deux Eric et bonjour Édouard. Et bonjour Édouard. On va Et parler. bonjour les deux Eric et bonjour Jacques. Il y a un Voilà, on y est décalage, arrivés tous. il y a un décalage avec Édouard. On va parler de la rumeur qui circule que nous avons répercutée ce week-end dans les colonnes du courrier, dans les lignes du courrier, sur le déploiement d'un contingent franco-britannique de 12 000 hommes. Alors les informations sont assez précises. Il y aurait 12 000 hommes qui seraient envoyés en Ukraine, certains pour exercer des fonctions support, notamment dans la transmission de renseignements ou le contrôle du renseignement, mais pas que. Il y aura aussi des soldats sur le front face à l'armée russe. On parle d'un déploiement avant le mois de mai. Tout ça notamment pour libérer des troupes ukrainiennes qui sont aujourd'hui concentrées à l'arrière pour notamment, semble-t-il, faire du renseignement, de l'analyse d'informations. Je voulais que nos trois spécialistes de ces questions nous parlent, un, de la probabilité que Macron et Starmer passent à l'acte, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, et deux, s'ils passaient à l'acte quand même, quelles seraient les conséquences de ces décisions. Alors je ne sais pas qui veut commencer d'abord sur est-ce que vous pensez que cette rumeur repose sur quelque chose de vrai et est-ce qu'elle est crédible? Jacques, Euh, vas-y, non, moi je sais pas, je peux ouvrir le feu entre guillemets vas-y, ouvre le feu. pacifiquement. Non, je crois que là, effectivement, la rumeur, elle est probablement fondée sur le fait que quand un état-major travaille, eh ben, il travaille sur des hypothèses, sur qui lui sont confiées par les politiques, hein. Donc, je sais que Macron, il tient beaucoup à ça. C'est son combat d'aujourd'hui. C'est la fameuse coalition des volontaires qui a réuni à Paris le 27 mars un certain nombre de pays, d'ailleurs très peu enthousiastes, hein. Donc, en fait, au total, il y a Starmer et Macron qui cultivent une amitié franco-britannique étonnante. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, et qui ont l'objectif de déployer effectivement du monde sur le terrain. Moi, je voudrais dire d'abord que je pense que euh, Starmer a précisé qu'il lui faudrait automatiquement à ce déploiement, s'il devait avoir lieu, un soutien américain. Et là, j'en doute fort, personnellement, parce que c'est la condition sine qua non pour Starmer. Donc, ce qui fait que eh bien, Macron risque de se retrouver très seul. Alors, déployer 12 000 hommes en Ukraine pour jouer un peu le rôle de Securitas d'un côté, c'est-à-dire la garde des bases arrières, si je puis dire, pour libérer quelques milliers de soldats ukrainiens supplémentaires, ça me paraît pas être un argument intelligent et solide qui résiste au poids des experts d'état-major qui ont leur mot à dire évidemment sur tout ça. Donc je pense que l'armée française n'a pas les moyens en fait de déployer quelques milliers d'hommes. Pourquoi faire en Ukraine? Et sachant qu'à mon avis, nous serons seuls parce que les Anglais, après des bonnes paroles, n'iront pas, probablement parce qu'ils n'auront pas comment dirais-je, la validation des Américains, dont ils sont très proches et dont ils restent finalement quand même les proxys les plus affirmés. Voilà ce que je peux dire en deux mots. Alors, Eric, peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur la vraisemblance de cette rumeur. Oui, d'abord, je suis d'accord avec Jacques. J'ajouterai quelques arguments complémentaires. D'abord, on a vu Trump ces derniers jours réattaquer la Grande-Bretagne sur l'histoire de la liberté d'expression comment dire, d'une militante anti-avortement. En plus, il y a la discussion en ce moment sur les 25% de droits de douane qui normalement ne seront pas appliqués aux Britanniques, mais finalement rien n'est sûr. C'est un argument qu'utilise toujours Donald Trump pour les amener à faire ce qu'ils veulent. À côté de ça, c'est indéniable qu'Emmanuel Macron est attaché obstinément à cette volonté d'envoyer des troupes sur le terrain. Il n'en démord pas, mais à chaque nouvelle initiative, parce qu'il faut rappeler que ça remonte à plus d'un
étonnant, ces premières tentatives. À chaque nouvelle initiative, il y a de moins en moins de partenaires avec lui. Nous n'avons plus que les Britanniques aujourd'hui, comme le disait Jacques. Je ne crois pas un instant à la solidarité des Britanniques sur un sujet comme ça. Ils se désisteront au dernier moment et nous, Français, nous nous retrouverons seuls avec cette performance de nous être mis à dos à la fois les Russes, mais probablement aussi les Américains. Et j'insiste sur un autre point, on voit bien la manière dont Macron aujourd'hui essaie d'exister et de se débattre. Il faut rappeler il avait invité le nouveau président, entre guillemets, syrien Al-Shara à l'Élysée pour participer à la réunion avec le président libanais. Donc, ce qui est quand même assez aberrant compte tenu du comportement du dirigeant syrien et de son absence de légitimité. Al-Shara a refusé pour deux raisons, pour ne pas déplaire à ses maîtres turcs, et d'autre part parce que Macron c'est incroyable, proposé comme médiateur dans la discussion entre Damas et les Kurdes, ce à quoi Al-Shara lui a dit, écoutez, c'est une affaire intérieure, ça ne vous regarde pas. Donc, pour en revenir à l'Ukraine, ça veut dire qu'on a donc une agitation très forte du président français qui essaie d'exister par tous les moyens et qui n'y arrive pas, et je pense qu'il n'y arrivera pas. Enfin, sur la partie efficacité, 12 000 hommes sur le terrain, ça ne représente rien. Surtout qu'il va falloir faire des rotations. Il n'a pas été précisé la part d'éléments de logistique. Où est-ce qu'ils seront exactement? Seconde ligne, sur le front peut-être. Ça ne libérera même pas d'unité Ouais. ukrainienne de niveau. Voilà, et ça ne va faire que monter l'hostilité des Russes à notre égard. Édouard, ton sentiment? Alors, mon sentiment, c'est que Macron le veut pour exister, comme disait Jacques et Eric. Euh, il y a deux objectifs. Il y a un objectif de politique intérieure, parce qu'évidemment, on voit bien que depuis quelques semaines, comme c'est plutôt la prérogative du président, il pèse à nouveau sur les débats, il existe dans les médias alors qu'il n'était plus là. Il y a d'autre part la volonté d'exister sur la scène européenne. Comme toujours avec Macron, c'est assez confus stratégiquement, c'est-à-dire dans les objectifs de long terme, mais tactiquement, c'est des adaptations à une situation qui est effectivement insaisissable. Euh, et euh, J'entends les arguments rationnels qui viennent d'être énumérés par Eric et par Jacques, mais il y a beaucoup d'irrationnels aussi dans la Oui. situation actuelle. Par exemple, oui, les Britanniques ont envie d'être appuyés par les Américains, mais par ailleurs, les Britanniques ont énormément misé sur l'Ukraine. Et en particulier, on se rappelle ils ont signé, en fait, avant que Trump ne commence à parler des terres rares, les Ukrainiens ont signé un traité pour 100 ans avec, je dis bien 100 années, hein, avec l'Ukraine pour l'exploitation des ressources minières, des ressources naturelles du pays. Les Britanniques, avant 2022, rêvaient de pouvoir s'installer sur la mer d'Azov, de pouvoir mettre un pied à Odessa et d'en faire un point d'appui de leur puissance navale. Et aujourd'hui encore, ils rêvent d'empêcher les Russes d'arriver à Odessa. Alors, on- j'insiste quand même sur quelque chose, c'est que euh, Trump, visiblement, est en difficulté. C'est-à-dire que ce qui se passait normalement jusque-là, quand un nouveau président américain arrivait, c'était le fait que les Britanniques et les Européens, en tout cas ceux de l'Union européenne, disaient bah, on s'adapte aux nouveaux cours politiques. Et là, on a un président Trump qui en fait, arrive avec effectivement, à première vue, une nouvelle ligne politique vis-à-vis de l'Ukraine et qui veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Et là, on a des pays européens qui lui disent non. On peut penser que ces pays européens sont d'une certaine manière les derniers refuges du globalisme à la Biden et ils espèrent aussi ou ils ont des relais aux États-Unis qui sont les opposants de Trump, qui pour l'instant baissent la tête, mais qui espèrent bien la relever un jour. Et donc, je crois qu'on est dans un moment dangereux parce que, on va peut-être en reparler, mais hier, la diplomatie russe a haussé le ton face aux États-Unis de Trump en disant les propositions, pour l'instant, elles ne sont pas formulées de la manière que nous attendons, les propositions en vue d'un cessez-le-feu. Et donc, on peut imaginer que Trump soit obligé
de hausser le ton lui-même à nouveau vis-à-vis de la Russie, et que dans cette brèche-là s'engouffrent les durs, y compris qui sont au Parti républicain et qui pour l'instant étaient sur la ligne de Trump. Donc voilà, sans vouloir jeter un froid, je pense que Macron, qui a toujours un instinct tactique très fort, se dit qu'il faut exister et qu'en existant, il va peut-être profiter d'une situation. Alors, peu lui importe que la situation soit au désavantage des Français ou soit dangereuse, hein. Ce qui lui importe, c'est d'exister politiquement. Ça vous paraît, vas-y Jacques, parce que ce que Non, non, disait. je suis d'accord. Ouais. Globalement, on est en train de dérouler les éléments les uns après les autres, mais effectivement, il y a quand même un petit peu de tension pour Trump, ça c'est certain. Euh, on voit bien que on est loin j'allais dire, de l'entente parfaite qui semblait émerger au démarrage entre Poutine et Trump d'un côté. Je pense qu'il y a des gens de chaque côté qui essaient d'amener leur grain de sel, en particulier les Européens, Macron, etc., qui essaient de pétarder ce qui peut mener sur le chemin de la paix. Je pense que ça, c'est réel. Alors, dans tout ça, moi j'apprends il y a l'envoyé spécial de Poutine, Kirill Dmitriev, qui doit se rendre à Washington cette semaine. C'est cité par CNN. Il doit rencontrer Witkoff, donc le chargé de mission de Trump sur la question ukrainienne pour voir comment renforcer leurs relations dans leur quête pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc je pense il a fallu donc lever les sanctions personnelles qui étaient portées contre Dmitriev. Il s'agit quand même de la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis l'invasion de l'Ukraine, hein. Euh, voilà, donc c'est présenté comme un réchauffement des relations. Moi, je pense que c'est aussi parce que on sent bien de part et d'autre qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes à régler. Et, et, euh, et je pense que c'est là-dessus qu'essaye de surfer notre Jupiter national en voulant à tout prix exister comme le trublion qui amène ses propres solutions qui, à mon avis, n'en sont pas. Voilà, moi, je reviens, il y a un certain nombre de difficultés qui surgissent à l'évidence. Il y a ce fameux accord de cessez-le-feu sur la non-agression réciproque contre les installations énergétiques qui, à mon avis, n'est absolument pas respecté, en particulier par l'Ukraine, hein. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples. Et il y a cet accord sur la mer Noire. Tout ça, c'est encore... Il me semble qu'on a commencé à dépioter un peu un accord stratégique global qui aurait été, à mon avis, un préalable et un préambule absolument nécessaire pour rentrer dans un peu de la cuisine. Voilà, donc peut-être que cette visite à Washington de Dmitriev a pour but de reprendre un peu d'altitude et d'essayer de régler un peu ces difficultés. Il y a de la montée en pression verbale qui n'est pas forcément très bonne, hein, de la part des uns comme des autres, hein. Dans l'affaire, quand même, c'est une hypothèse qui paraît aussi jouable, parce que moi, je vous trouve très optimiste sur le fait que les Américains ne voudront pas, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, le fait que les Franco-Britanniques présentent un contingent prêt à aller sur le terrain, ça peut aussi être une carte dans la main de Trump pour, au fond, alimenter un nouveau type, une nouvelle proposition. Vous y croyez pas? Non, non. Non. Non, j'y crois pas. Je voudrais revenir à ce qui a été dit à l'instant, parce qu'on est souvent d'accord. Et là, je vais un peu Au contraire. berger de mes deux camarades. Alors, c'est marginal, mais je ne crois pas que Trump soit en difficulté. Je pense que sa démarche, elle est toujours excessive. Il fait deux, voire trois pas en avant, mais pour On va faire refaire deux en deux pas en arrière, ouais. arrière. Donc, il avance toujours, contrairement à ce qu'on imagine. Ensuite, alors, je ne défends pas cette position, mais je l'observe de mes contacts aux États-Unis, où beaucoup de gens me disent qu'il ne faut pas que Trump obtienne une victoire trop rapide avec Poutine, parce que ça peut se retourner contre lui et on pourrait l'accuser encore plus d'avoir été entre Oui. les mains du dirigeant russe. Donc, il y aurait, j'emploie le conditionnel, une forme de comédie entre les deux camps pour ne pas donner l'impression que leur entente va être trop rapide. Je n'y mettrai pas ma main à couper, mais je n'écarte pas cette théorie.
Le deuxième aspect qui me semble important aussi de relever, c'est ces deux articles de Adam Entous dans le New York Times des 29 et 30 mars sur l'implication de l'armée américaine, des Américains en Ukraine. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on découvre à travers ces articles donc, que les Américains se sont encore plus impliqués dans le conflit qu'on ne le pensait. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces articles sortent maintenant. On sait que le New York Times est quand même la voix d'expression des néoconservateurs démocrates opposés à Trump, et en montrant finalement que les Américains ont été beaucoup plus impliqués que la majorité des gens ne le pensent, on pourrait espérer on pourrait considérer qu'ils sèment une pomme de discorde entre les deux camps. Maintenant, ce qui est aussi très intéressant à la lecture de cet article, c'est on s'aperçoit qu'en raison de l'implication des Américains, finalement, la retenue des Russes et de Poutine a été assez extraordinaire, parce qu'il avait de vrais arguments, finalement, pour taper, pour frapper des centres de commandement dans lesquels se trouvaient les généraux polonais, anglais, britanniques, canadiens et ukrainiens, vu la manière dont ils ont dirigé les frappes sur le territoire russe et contre les unités russes. Donc, il y a peut-être à la fois une tentative, enfin, une entente peut-être entre les deux camps, je n'en suis pas sûr à 100%, une tentative des démocrates de finalement de jeter de l'huile sur le feu pour essayer de distancer les deux parties. Et on peut considérer que côté russe, effectivement, bien qu'ils aient eu conscience de cela, maintenant que c'est révélé, ça les amène peut-être aussi à durcir leur position. Le dernier point qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a eu une interview de Oleg Dubinsky, qui est un ancien bras droit de Oui. Zelensky, aujourd'hui en prison. Alors, encore une fois, interview à prendre avec des pincettes parce que il y a un certain nombre de choses qui sont assez orientées, mais il considère, lui, que Zelensky a pris aujourd'hui la tête du mouvement globaliste de type néoconservateur contre Trump et qu'il est le premier à vouloir saboter la politique de Trump pour des tas de raisons financières, personnelles, parce qu'il a besoin de la poursuite de la guerre. Donc effectivement, la stratégie de Trump est probablement un petit peu ralentie en ce moment, mais après, je ne pense pas que le pouvoir de nuisance des Britanniques, des Français et des Ukrainiens puisse vraiment infléchir la situation, mais je peux me tromper. Édouard, vas-y. Alors, bah, puisque on voit qu'il y a un débat qui s'amorce, on va l'aiguiser le débat. Je vais essayer d'étayer ma thèse. D'abord, il faut jamais oublier que la priorité de Trump, c'est le nettoyage de la partie globaliste de l'État profond, pour utiliser un terme commode, et que, bien sûr, ça avance. Mais c'est compliqué. On voit qu'il y a des oppositions, il y a des oppositions dans la justice, on voit qu'il y a des formes de sabotage. Et puis surtout, l'Union européenne, elle est, elle était en fait devenue de facto le bras armé du globalisme démocrate en Europe et des néoconservateurs du Parti républicain. Et elle fait plus que résister, elle s'oppose. Je veux dire, l'annulation de l'élection présidentielle en Roumanie et l'interdiction à certains candidats de se présenter. Je sens que je suis sur un terrain dangereux et donc on va peut-être pas entrer sur la question de la France, mais enfin, disons que ça arrange Elle a fait bien tous ceux réagir qui n'aiment pas, Trump. euh, qui n'aiment pas le globalisme. Et on se rappelle que Thierry Breton avait quand même dit que si les élections ne tournaient pas comme attendu en Allemagne, on inverserait le résultat. Bon, donc je crois qu'il y a une résistance qui est forte. La deuxième chose, c'est que Trump n'a pas un front, mais deux fronts. Le deuxième front, c'est le Proche-Orient. Et là, visiblement, Netanyahou est un sujet encore plus difficile à maîtriser que Zelensky. Moi, j'ai été très frappé hier d'entendre la diplomatie russe hausser le ton sur la question des menaces formulées par les Américains vis-à-vis de l'Iran. Et je n'imagine pas de règlement de l'Ukraine qui se fasse sans qu'il y ait aussi une entente globale entre les Russes et les Américains. Or, si de facto Trump va frapper l'Iran et fait ce que Netanyahou souhaite, eh bien, je pense que ça compromet la paix en Ukraine. Je pense qu'il n'y aura pas de paix en Ukraine tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de paix, et à ce moment-là, les Russes iront jusqu'au bout et ils décideront eux-mêmes sur le terrain, d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent avoir. Donc, voilà pourquoi je suis
moins optimiste que vous, Eric, parce que enfin, en soi, je ne suis pas surpris, parce que je crois que ce que entreprend Trump, quand on le regarde de son point de vue à lui, est extrêmement compliqué. Et puis, nettoyer le marais, comme il dit, c'est pas 2 ans, 5 ans, c'est 40 ans de situation, peut-être même plus, qu'il faut changer. Et puis, par ailleurs, bah, tous les hommes sont faillibles, hein. Il y a des erreurs qui sont commises, on l'a vu avec l'histoire sur Signal, donc je ne pense pas que c'était si manipulé que ça. Et donc, voilà, moi je pense qu'on est entré dans des eaux dangereuses. Je crois effectivement, comme vous, que l'article du New York Times nous indique que les Russes ont fait preuve de retenue au sens où, tant qu'ils parlent d'opération militaire spéciale, c'est pas une guerre. Donc, ils étaient en opération militaire spéciale, y compris contre l'OTAN. Donc, sémantiquement, c'est pas être en guerre contre l'OTAN. Donc, ça, c'est important. Mais par ailleurs, je reviens au sujet lancé par Éric Verhaeghe au départ. Si Macron envoie des soldats, de facto, la France sera en état de guerre avec la Russie. Et ça, je crois quand même qu'il faut en avoir conscience, ne serait-ce que parce que si on envoyait nos soldats dans une armée française qui est aujourd'hui une armée largement de soldats d'élite, extrêmement bien formés, mais Mais peu qui ne sont nombreux. pas, qui sont pas très nombreux, ça serait un véritable massacre de ce qui reste d'armée française au sens de ses effectifs. Donc, voilà pourquoi je suis peut-être moins optimiste que vous. C'est quoi nos moyens sur le terrain, Jacques? Comment? Pardon? C'est quoi nos moyens sur le terrain? Non, mais nos moyens, ben, ils sont très limités. On en a déjà parlé. Je veux dire, c'est aujourd'hui l'armée de terre française, parce que c'est d'elle dont il s'agit, hein. Quand on veut projeter une force sur le terrain, c'est l'armée de terre, accompagnée éventuellement de moyens aériens, mais ça vient derrière. L'armée de terre aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, en force projetable, on est on peut penser à une relève évidemment au bout de quelques mois, comme c'est le cas aujourd'hui en Roumanie ou dans les pays baltes pour les détachements que nous y entretenons. Voilà, mais non, Moi, en tout cas, j'ai pas entendu le chiffre que tu as donné. c'est-à-dire. Ça a lagué à un moment donné, il y a eu un Ah vide. pardon, non, non, je dis on est une force projetable, je dirais autour de 40 000 hommes aujourd'hui. Et encore, je veux dire, je rappelle que le contrat opérationnel fixé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Chill, c'est une brigade en 2025, on y est. Donc c'est rien une brigade, c'est quelques milliers d'hommes, c'est je dirais au maximum 5 000 ou 6 000 hommes. Bon. Ça dépend de ce qu'on met dedans. Tout est modulable aujourd'hui. Et puis le deuxième contrat opérationnel, c'est en 2028, c'est une division. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'armée française, c'est deux divisions, la première et la troisième division, ce qui nous reste d'armée de terre. Mais en réalité, quand on retire les gens en stage, les gens en formation, les ceci et cela, c'est pas grand-chose. Il faut savoir que l'armée de terre a de grandes difficultés à recruter aujourd'hui et que par ailleurs, elle est soumise à un taux de désertion inégalé depuis 2 ans. Donc, il faut en chercher les raisons, c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'armée de terre il faut encore une fois, c'est une question de moyens avant toute chose. Et moi, je pense que nos chefs militaires, s'ils sont un petit peu raisonnables, dans le secret des discussions fermées à l'Élysée ou au ministère de la Défense, le disent aux chefs politiques. Soyons sérieux. Vous pouvez faire de la communication à tout va. C'est ce qui se passe actuellement. On est je dirais dans le délire communicationnel, mais en réalité, les moyens n'y sont pas. Donc, alors moi, je pense que c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est une question d'être réaliste, en fait. Donc,
Oui, il y a toujours un danger parce qu'il y a une part de folie dans le comportement des dirigeants politiques et je pense qu'elle peut atteindre Macron. Macron, on sait que c'est un personnage très fragile au plan de son équilibre mental et psychologique. Il y a des raisons à ça, vous me direz, mais donc oui, il est capable à un moment donné de donner des ordres fous. Et moi, je me souviens d'une déclaration du général Lecointre, qui était le chef d'état-major des armées il y a quelques années, qu'il a encore répété récemment, je crois, en assurant le président de la République, Emmanuel Macron, de son absolue fidélité et de son absolu dévouement à la cause qu'il incarnerait. Donc oui, bien sûr, il y a toujours le danger du comportement des hommes. C'est vieux comme l'histoire, mais honnêtement, je ne crois pas possible de déployer une force armée sur le territoire de l'Ukraine aujourd'hui, parce que on est prévenu en sens inverse, hein. Comme l'a dit Édouard à l'instant, c'est une déclaration de guerre en fait, peu ou prou. C'est une volonté de monter. Alors, je pense que le terme coalition des volontaires que Macron emploie avec Starmer, elle a un sens. Quand on est coalisé, c'est donc qu'on rentre en guerre, hein, contre quelqu'un, contre un ennemi, hein. Moi, je pense que la Russie n'est pas notre ennemi et que c'est l'erreur stratégique qu'il commet depuis la suite du démarrage de ces affaires il y a 3 ans maintenant. Mais c'est une erreur stratégique. Mais il est tellement obstiné et aveuglé qu'il veut absolument donner voilà, c'est ça le risque, le vrai risque. Mais je pense que humainement, matériellement, euh, pratiquement, nous n'avons pas les moyens, bien sûr, de cette aventure. Est-ce que les généraux de l'état-major sont en mesure de s'opposer à un ordre du président de la République qui est chef des armées? Bah, ils ont toujours le moyen de poser leur képi sur la table et de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça ferait un certain bruit, hein. Je pense que si notre comité des chefs d'état-major, mené par le chef d'état-major des armées, posait leur képi sur la table en disant on arrête les conneries, hein, pour parler directement, ça ferait un peu de bruit dans Landerneau. Et je pense que le pouvoir politique, qui a quand même pas mal de problèmes à régler en même temps, et qui se sert, à mon avis, de cette guerre en Ukraine comme d'un paravent pour masquer un certain nombre d'autres problèmes urgents qui se posent, je pense que ça changerait la donne. Alors après, est-ce qu'ils ont la volonté personnelle? Parce que ça, c'est un courage personnel. On peut dire ce qu'on veut à propos du général de Villiers. Certains, j'ai vu des commentaires disant qu'il avait attendu le dernier moment pour poser son képi et partir. Enfin, il a posé son képi, il est parti. C'était arrivé une fois auparavant, les années précédentes pour le général Delaunay, il y a déjà maintenant 20 ou 30 ans. Mais c'est pas si courant qu'un chef d'état-major démissionne. Donc si un chef d'état-major démissionne demain, je peux vous dire que ça va faire du bruit, hein, et ça changera la donne, ça c'est certain. C'est ce que je crois. Éric, ton sentiment sur nos moyens et nos capacités de dire non au président? Alors, nos capacités de dire non, vu l'attitude de l'actuel SEMA, je n'y crois pas un instant, surtout que les informations qui nous reviennent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable chape de plomb qui est tombée sur les armées et que les officiers supérieurs et généraux sont tenus d'adhérer à 200% à la ligne qui est suivie et que tout point de vue, toute tentative de réflexion différente est considérée quasiment comme une trahison. Donc, malheureusement, je ne crois pas qu'il y aurait à court terme une évolution dans ce domaine-là. C'est quoi la sanction si on est soupçonné de trahir? Ah bah c'est l'expression, c'est qu'on on ne peut pas être divergent par rapport à la ligne qui est, c'est des questions d'avancement. C'est pas une question d'intelligence avec l'ennemi. Maintenant, sur les effectifs, je rappelle que l'armée de terre française aujourd'hui, c'est l'équivalent de la gendarmerie à quelque chose près, donc, alors qu'elle était 3 ou 4 fois plus importante pendant la guerre froide, que nous avons moins d'effectifs dans les armées que sous l'Ancien Régime, et que pendant les guerres de Louis XIV, la seule infanterie française comptait, je crois, 231 000 hommes, alors que l'armée de terre, les armées au total n'en ont que 202 000 aujourd'hui. Donc nous sommes tout à fait à l'os. Ça va pour des interventions extérieures, comme on le fait depuis des années à l'abri de la dissuasion. Mais même notre dissuasion, on est descendu en nombre de sous-marins, on est en train de réactiver un escadron de bombardement aérien, mais nous sommes encore très limites. Je reviens sur
sur l'échange très intéressant que nous avions avec Édouard. Moi, je ne crois pas à une action américaine contre l'Iran. Je pense que le déploiement qui a lieu aujourd'hui avec les B-2 sur la base de Diego Garcia le nouveau porte-avions qui a été envoyé dans l'océan Indien au large du golfe d'Oman, je pense que tout ça est destiné à des frappes sur le Yémen. Les Américains sont déterminés je dirais, à régler le problème des Houthis qui les bombardent régulièrement. Et j'ai même une crainte que ça se fasse de manière un peu indiscriminée, je dirais, en retournant le désert et la caillasse pour faire en sorte que ces gens arrêtent de tirer leurs missiles à la fois sur les bateaux, sur les Américains et sur Israël, parce que c'est une façon aussi indirecte de toucher l'Iran et de les obliger à rester dans le rang. Je pense que l'action contre l'Iran va se faire de ce côté-là. Mais sinon, effectivement, nous vivons une situation dangereuse parce qu'on le voit sur tous les fronts. On le voit sur le front ukrainien, on le voit sur le front du Moyen-Orient, avec à chaque fois des acteurs comme Zelensky et Netanyahou qui sont de plus en plus incontrôlables, voire de plus en plus opposés à la politique américaine. Mais moi, j'ai le sentiment que Trump est prêt à avancer à tout prix, quitte à ce que ça entraîne une forme de chaos. Voilà, c'est un peu la surprise qu'il faut attendre. Pour le reste, on a parlé effectivement à juste titre de cette histoire de fuite d'informations avec le groupe de discussion sur Signal. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le débat tel que il est apparu aux États-Unis et dont nous l'avons repris en France, c'est que finalement, personne n'a véritablement posé la question du fait que le journaliste a fait une véritable trahison. C'est-à-dire que quand on est journaliste et qu'on récupère finalement par erreur les discussions des principaux dirigeants politiques et qu'au lieu de prendre son téléphone et de leur expliquer que finalement ils ont diffusé cette information par erreur, le fait de les garder pour soi et de le révéler au grand public, c'est quand même une violation caractérisée de la confidentialité. Et au lieu d'accuser Trump, même si il était légitime de critiquer le gouvernement américain, c'est ce journaliste c'est Politico, je crois, non, non, The Atlantic. Atlantique. Qui aurait dû être l'objet de poursuites et de dénonciations. Donc, encore une fois, on inverse les rôles et je fais comme toujours très attention parce que la vision que nous avons des États-Unis aujourd'hui, enfin depuis longtemps, depuis une dizaine d'années en Europe, elle nous vient des grands médias mainstream qui sont souvent plus proches des démocrates que des républicains. Et finalement, c'est d'une certaine manière aussi un peu la partie émergée de l'iceberg qui ne représente pas toujours la réalité. Édouard, quelques mots sur ces sujets? Oui, ça m'amène à préciser ma position. Moi, je ne mets absolument pas en doute la volonté de Donald Trump de changer les choses et de changer de méthode, en particulier, et de préférer la négociation ou la transaction à la guerre. Mais ce que je voulais souligner, ce sont les contraintes qui pèsent sur lui. D'abord parce que même si les démocrates ont pris un coup sur la tête, plus les difficultés vont s'accumuler, plus les petites affaires, les scandales comme l'affaire Signal vont se multiplier aussi, et plus les démocrates vont être en mesure de dire, ben, vous voyez bien, on vous avait prévenu, Trump, en fait, il parle beaucoup, mais les résultats, c'est pas ça, et puis en plus, il met en danger nos alliés, etc. La deuxième contrainte qui pèse sur Trump, elle est, elle est, euh, elle est objective. C'est que une grande partie de son électorat, pas tout son électorat, mais une grande partie de son électorat connaît mal le Proche-Orient et donne systématiquement raison à l'Israël de Netanyahou. Donc et Trump lui-même est connu comme proche des milieux qu'on appelle aux États-Unis sionistes évangélistes, qui sont finalement dans tous les cas favorables à Israël, donc que ça ne favorise pas. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, on les a transcrites et traduites pour le courrier, l'entretien de Steve Witkoff avec Tucker Carlson. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'un côté la capacité
à dire qu'on veut changer de méthode et puis en même temps, c'est Trump qui commande, c'est le président qui est aux commandes, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de l'autre, est-ce qu'on peut vraiment au Proche-Orient changer les choses lorsque on décrète que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que désarmer le Hamas et les autres milices palestiniennes. De toute façon, il ne peut pas y avoir de Liban avec un Hezbollah armé. De toute façon, on ne peut pas négocier avec les Houthis, etc. On voit bien que ça laisse quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour changer radicalement. En revanche, dans la partie de l'interview consacrée aux relations avec la Russie, bah, on sent bien que finalement, je vais dire quelque chose de provocateur, mais selon que vous êtes puissance nucléaire ou pas, vous êtes respecté par les États-Unis. Et donc, la Russie, il n'y a pas de, y a pas de sujet. Witkoff, là, il dit pas il faudrait que les Russes renoncent à quoi que ce soit. Il dit on va essayer de trouver un arrangement. Le problème des Iraniens, c'est que ils ne sont pas une puissance nucléaire, alors que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Et d'ailleurs, Witkoff le dit en passant. Il dit il n'est pas question que l'Iran puisse nous résister comme la Corée du Nord est en mesure de le faire. Donc, bon, on voit bien ce qui est en jeu dans le monde actuel. Et pour revenir à Macron, eh ben, alors oui, la France est une puissance nucléaire, nous avons notre dissuasion, comme Eric vous le disiez à l'instant, on sent bien on sent bien qu'il y a tout un effort de mise à niveau qui est en train d'être entrepris et que visiblement on s'était un peu endormi sur les certitudes de la dissuasion, de notre image de la dissuasion, y compris dans les cercles gouvernementaux depuis des années. Mais au-delà de ça, évidemment, l'arme nucléaire, c'est l'arme de dernier recours et c'est celle dont normalement on ne doit pas avoir à se servir. Et la grande question, moi ce qui m'effraie, je vais peut-être d'ailleurs du coup demander à Jacques s'il peut nous faire un point là-dessus. Moi ce qui m'effraie, c'est que si on envoie la fine fleur de l'armée française en Ukraine, même en arrière du front, ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Et ça sera fait ouvertement en plus. Jusque-là, on envoyait des conseillers militaires. Ça sera fait ouvertement. Et les Russes ont dit qu'ils frapperaient immédiatement les contingents concernés. Or, on sait qu'ils ont un certain nombre d'armes qui ne sont pas des armes nucléaires, comme des armes de type hypersonique, et ils ont aussi des essaims de drones qui peuvent effectivement massacrer les officiers et les soldats français qui seraient envoyés. Et donc, c'est ça aussi qui est en jeu, parce que ça, on n'a pas les moyens de s'y opposer. Malheureusement, on est très en retard sur ces domaines-là. Et Jacques, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur... on a beaucoup entendu parler de conseillers militaires français ou de volontaires ou de mercenaires qui étaient en fait vraisemblablement des militaires sous un uniforme non identifiable qui auraient été victimes de frappes ciblées des Russes depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des informations étayées, sérieuses? Parce que si elles sont vraies ou même si on doit les prendre au sérieux, ça nous dit ce qui peut se passer en cas d'envoi d'un contingent. Ce serait très intéressant aussi de poser la même question à Eric Denessé après moi, parce qu'il a certainement son avis et ses sources. Pour moi, il y a eu des mercenaires français, il y a des mercenaires français en Ukraine, dont certains d'ailleurs sont d'anciens légionnaires, hein, alors qui sont peut-être même ukrainiens et pas français, mais légionnaires français. C'est comme ça qu'on a retrouvé ici ou là alors la propagande russe, hein, de son côté mettait ça en valeur en disant l'armée française est engagée contre nous. Franchement, je pense qu'il s'agissait plutôt d'individus qui avaient rallié la cause ukrainienne à titre personnel et pas dans un contexte. Alors maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que je pense que depuis le démarrage de cette affaire, nous avons du personnel d'active déployé en Ukraine, peut-être pas aux avant-postes, mais dans les postes de commandement, dans les centres de fusionnement du renseignement, etc. Ce sont des gens qui appartiennent aux forces spéciales, probablement. Je n'ai pas d'éléments concrets, probants pour le dire, mais j'en suis à peu près persuadé. Alors, les frappes, il y a eu un certain nombre de frappes, il y a eu des rumeurs, en particulier sur cet hôtel d'Odessa qui a été frappé il n'y a pas très longtemps, qui abritait un certain nombre d'officiers et de responsables de l'OTAN sur place.
Moi, je n'ai aucun retour de pertes françaises. Je n'ai aucun retour probant, validé sur. Il se trouve un nombre de mes anciens camarades par mes fonctions associatives. Je suis vice-président de l'amicale des anciens du COS, par exemple, du commandement des opérations spéciales. Je n'ai jamais entendu parler de retour de ce type, de rumeurs de ce type vérifiées, validées, etc. Donc je suis extrêmement prudent là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Je sais que ça a été dit, répété, suggéré, etc. Mais moi, j'ai aucun élément précis là-dessus. Donc, euh, c'est très difficile à un certain stade dans une société comme la nôtre de cacher à l'opinion publique et aux médias qui sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent trouver d'un peu sanglant, d'un peu, j'allais dire, d'un peu détonnant, de cacher ce genre de nouvelles très longtemps. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on est ça fait maintenant 3 ans que cette guerre dure. S'il y a eu perte, discrètement, mais les pertes en vie humaine, ça c'est quelque chose à mon avis qui est très difficile à cacher. Je sais pas ce qu'en pense qu'Éric, l'autre Éric. Oui, alors sur la partie des forces françaises, je suis bien sûr d'accord avec Jacques, on n'entend rien et je vous avoue que je cherche même pas à savoir parce que on n'a pas non plus à révéler des informations. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus sur ce qui se passe. On sait qu'il y a eu bien sûr de la présence, d'abord dans les deux camps, il y a des volontaires aussi dans le Donbass côté russe. On a vu la désinformation russe à un certain moment, notamment sur les soi-disant 50 membres des forces spéciales qui étaient coincés à Mariupol au milieu des. Oui, au début, oui. Voilà, il y a eu ça. Par contre, on a vu aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, lorsqu'il y a eu l'interruption de l'aide américaine qui a duré quelque temps à l'Ukraine, on a vu, on le suivait sur les sites spécialisés, un certain nombre d'appareils de renseignement électronique français et les Britanniques et autres prendre le relais. Les Russes ont une nouvelle fois sorti une désinformation assez grossière à l'issue de ça pour dire qu'un certain nombre de tirs avaient été réalisés grâce à l'aide française. C'est en réalité difficile de le savoir précisément. Euh, Maintenant, pour en revenir sur le cœur du sujet, est-ce qu'on va y aller? Est-ce que ça va changer? Moi, j'ai envie de dire, on a quand même, d'ici le mois de mai, il peut se passer beaucoup de choses. D'abord, les Russes et les Américains peuvent parvenir à une entente qui torpillera tout le monde. D'autre part, les Russes pourraient aussi continuer à avancer, ce qui remettrait totalement en question un éventuel déploiement. Puis enfin, Britanniques et Français peuvent abandonner leur projet. Donc voilà, c'est un peu ce qui, moi, m'amène à être mesuré. Dernier point, il y a un article très intéressant qui est sorti dans le journal américain The Post Hill hier ou avant-hier sur le nombre de morts faits par Trump pendant son premier mandat comparé à celui de Barack Obama. Et je fais partie des gens qui considèrent effectivement que Trump est moins va-t-en-guerre que ses prédécesseurs, mais il ressort de ce papier qui doit être critiqué parce que, mais qui se base notamment sur les chiffres du site américain Air Wars qui tient compte de tous les bombardements aériens qui sont faits dans le monde, que finalement Trump a beaucoup plus recouru aux frappes aériennes et aux drones pendant son mandat que ne l'avait fait Barack Obama pendant son second mandat. Mais la comparaison n'est pas faite avec le premier mandat de Barack Obama, dans lequel il y a eu énormément de bombardements aussi. Donc, tout ça pour dire que je me méfie aussi de certaines réactions de Trump dans son choix d'employer la force. Et je pense au Moyen-Orient, je ne pense pas à l'Ukraine en disant ça. Complètement d'accord, en particulier pour les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir par rapport au Proche-Orient, au Moyen-Orient, hein. Moi, c'est ce qui m'inquiète plus, je dirais, que l'Ukraine, hein. Pourquoi? Bah, parce que là, pour les raisons qui ont été évoquées auparavant, en particulier par Edouard, mais là, il est évident que Trump est quand même sous pression de ce qu'on peut appeler les sionistes évangélistes américains, qui restent quand même très très actifs.
même s'il y a un mouvement contraire aux États-Unis aussi, hein, en faveur de la paix au Proche-Orient, mais il y a quand même cette obsession alors du danger iranien. On le projette effectivement, je suis d'accord sur les outils qui méritent d'être éradiqués définitivement parce que c'est un signal qu'on envoie à l'Iran. Est-ce que ça l'empêchera à un moment donné de s'en prendre directement à l'Iran? Je l'espère, mais on voit bien qu'il y a quand même une pression très forte là. Même s'il a des différends avec Netanyahou à propos de Gaza, la Cisjordanie, etc., il est quand même globalement dans le camp israélien. Et c'est pas finalement le camp de la paix, hein, pour ce qui est du Proche et du Moyen-Orient, à mon avis. Édouard, le mot de la fin pour cette émission. Tu nous donnes un pronostic sur la fin de la guerre en Ukraine? Oui, alors moi, j'ai toujours adhéré à ceux parmi les experts qui disaient que ça se terminerait plutôt vers la fin 2025. Je pense que on a encore 8 à 9 mois qui vont être très, très indécis. Et j'ai toujours écrit, par exemple, dans le courrier que la, la, la réconciliation entre les Américains et les Russes, elle ne se compterait pas en semaines, comme certains l'affirmaient quand Trump est arrivé, mais ça se compterait plutôt en mois, voire éventuellement jusqu'au midterms ou enfin, occupant une partie du Du mandat de mandat. Trump. Alors, sur l'Ukraine elle-même, j'imagine que avec le basculement de la situation militaire en défaveur des Ukrainiens, il peut y avoir des avancées russes assez spectaculaires dans les semaines qui viennent, en même temps qu'il y a une négociation qui se met en place avec des hauts, des bas, des menaces réciproques entre Américains et Russes. Donc je pense que ça va durer encore au moins jusqu'à l'été sur le terrain militaire et qu'ensuite il faudra signer une paix. Euh, je crois qu'il y a un point sur lequel les Américains et les Russes sont d'accord et en particulier, ça veut dire que les Américains surveillent de près les Britanniques, c'est la peur d'un incident provocateur. Par exemple, une frappe méchante sur la centrale de Zaporogié pour créer un incident nucléaire qui rendrait très difficile le règlement d'une paix. Et donc, je pense qu'il y a au moins ce socle minimal du point de vue américano-russe. Ensuite, on a bien vu sur le Groenland, par exemple, que euh, Poutine a dit froidement, bon, les Américains vont s'y installer. Mais enfin, en même temps, la diplomatie russe a dit que l'Arctique, si l'Arctique devenait un lieu de rivalité et de conflit, c'était extrêmement dangereux. Donc tout ça n'est pas simple, mais mon pronostic, c'est la fin de la guerre avec la fin de l'année. Bon, bah écoutez, mes amis, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, vous nous avez dit que vous avez pris un certain nombre de positions. On verra dans la durée comment évolue cette situation. Je vous remercie beaucoup, mes amis, et puis à mercredi prochain. Merci. Merci. Merci à Merci. tous. À bientôt.